Salut à tous et bienvenue dans Beat, épisode numéro 137, j'espère que vous allez bien. Je chante le générique en même temps pour avoir la synchro. C'est ça, cette émission sera entièrement bruitée à la bouche. Exactement. Donc j'espère que vous allez bien, épisode numéro 137 de Beat. On a pas mal de nouveautés. Je vous avoue que l'émission, enfin pour ma part en tout cas, a été préparée dans l'urgence et la précipitation à cause de 1000 projets. Synonyme de à l'arrache. Synonyme de à l'arrache. À cause de 1000 projets, et en particulier la nouvelle émission de dimanche soir qui évidemment prend un petit peu de temps parce que ça va être la première émission 100% audio qu'on va faire. Donc voilà. 100% en bois. Un peu compliqué. Du coup. Hein, oui. Tout à fait. Bruit à la bouche. Du coup. Et bruit à la bouche aussi. Exactement. Bon, et donc on a pas mal de news. Alors il y a une news, on avait déjà parlé. Mais pas dans Beats. Mais pas dans Beats. Non. Mais oui. Non. On avait parlé, mais pas dans Beats. Puisqu'en fait, on va parler du Tesla Cybertruck, again. Exactement. Alors j'ai eu cette discussion d'ailleurs encore il y a quelques jours avec Rusher, de streamer chez nous, qui me disait mais qu'est-ce que tu penses du design de cette voiture? Il est quand même moche, il est quand même... Bon, c'est un design original, hein. Le Tesla Cybertruck, évidemment. Voilà. Donc on va revenir rapidement sur l'annonce. Donc c'est un truc qui ressemble un peu à ça. Voilà, même beaucoup même. Hein, voilà. Bah, c'est un proto. Donc ils ont surtout annoncé qu'ils étaient effectivement en train de travailler dessus. Ils ont annoncé le proto qui ressemble à ça, donc qui est vraiment taillé à la serpe. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment le produit final, évidemment. Donc c'est un pick-up électrique, 100% électrique. Qui va revoir les codes des pick-up aux États-Unis, notamment niveau tarif, hyper intéressant, 39 900 $, ouais, c'est ça, pour la première version, ce qui est vraiment assez, c'est pas cher, assez fou. Donc la première version, un single motor, donc il y a juste le train arrière, donc propulsion uniquement. Donc voilà, 39 990 $, 400 km d'autonomie. Ouais, le plus gros c'est 70 000. Voilà, après ça monte à 50 000 avec un dual motor, 4 roues motrices, et puis le trimotor, donc pareil, ouais, 3 moteurs, 4 roues motrices, 70 000. 805 km d'autonomie. Et 800 km d'autonomie, ce qui est ouf, quand même hein. Ouf. Et notez quand même, le choix de design aussi est sans doute lié au coefficient CX, tu sais. Ouais. Je pense que ça doit être. En fait, pénétration dans l'air. C'est quoi le coefficient de pénétration dans l'air le plus optimum? Ils ont dit bah c'est une planche. Ils ont dit on peut pas faire une planche. Du coup, est-ce qu'on peut faire un truc qui se rapproche d'une planche? Oui, regardez, on fait ça et on fait juste un tout petit triangle pour passer la tête des gens. Et en fait, voilà. Alors c'est vrai, j'ai pas pris les captures parce que du coup les gens se sont demandé mais niveau aérodynamisme ça donne quoi. Et il y a des tests qu'il a tweeté avec l'aérodynamisme, mais c'est plutôt pas mal. Ah non, pour une voiture de cette catégorie, il n'y a pas mieux en termes de CX. Les autres, ce sont des bus, c'est ça, des briques. C'est exactement ça. Là, bizarrement, ça avance, ça pète pas bien dans l'air. Donc voilà l'annonce. Donc ça, franchement, le design a fait beaucoup parler de lui, mais du coup ça fait beaucoup de bruit autour du truck. Alors au début ça surprend et après tu reviens. Moi j'étais oui bon. Non, finalement j'aime bien. Tu t'y fais, c'est vrai. Le souci c'est quand on va le voir en ville à côté d'une Twingo quoi. On va se dire. Non mais tu sais, on a l'impression d'être face à un anachronisme. Tu vois ce que je veux dire? Même à côté d'une Ferrari ou d'une Lamborghini qui font, j'allais dire voitures d'aujourd'hui même si elles sont exceptionnelles. Ah non, les Lamborghini elles sont quand même assez taillées à la serpe. Ouais mais il y a rien comme ça en fait. Il y a rien comme ça. Le truc c'est qu'il y a rien comme ça. Si dans Blade Runner il y a des trucs comme ça. Oui, évidemment. Mais du coup ça va faire bizarre dans le paysage. C'est ça que je veux dire. Du coup tu vas aller voir. Il y a aucun autre véhicule qui ressemble à ça en fait. Pour l'instant. Pour l'instant. Attention parce qu'ils sont pas encore dispo. Là c'était vraiment un proto et le modèle de proto. S'ils avaient sorti la Model S comme ça, je pense qu'ils n'en auraient pas vendu, tu vois par exemple. Avec un design comme ça. Pourquoi celui-là ils vont le sortir et qu'ils vont vendre plus que... Bon enfin bref. Il y a plusieurs équipements qui vont être dispo avec. C'est un véhicule badass, il peut avoir un look badass. Du coup tu peux charger un quad dedans. Ouais, et tu le recharges électriquement. Le Cyberquad, un truc de dingue. Et donc tu vois t'as le train arrière qui descend, t'as une planche et tout, puis tu peux le monter et le descendre, ils l'ont démontré. Donc pour te dire la capacité du machin, t'as l'impression que c'est plus petit que la normale, ça reste une voiture, et pas du tout. T'as une capacité de charge qui est assez dingue. D'ailleurs dans la démo, le train arrière s'était pas baissé. Et du coup, j'ai vu le moment où le mec il allait prendre la tôle de sa vie. Parce que la pente était vachement relevée. Et il a bien géré. Je pense que le mec devait être cascadeur professionnel, tu vois. C'est clair. Donc il a géré le truc, mais ça s'était pas baissé. Donc il y avait vraiment juste, tu vois, le plateau. Mais le train arrière s'était pas baissé. Donc du coup, la pente était quand même vachement plus haute. Et bon, voilà. Ouais. C'est vrai qu'on a quand même un équivalent qui était le Hummer, qui faisait un petit peu déjà la différence par rapport à ce voiture. Oui. Donc il y avait un autre truc, un autre équipement rigolo. Ça c'est top. Le mode camping-car. Ouais, là, écoute, ça c'est le truc qui me le vend, moi, tu vois. Ah ouais. Quand je vois ça, je me dis, allez, c'est parti. Ça c'est la plancha qui te fait rêver. Allez chérie, sors la plancha, on y va.
Non, franchement, c'est cool de te. En plus, le véhicule est hyper grand. Hein. Ouais, il y a Que les choses soient claires. Hein. L'intérieur est énorme. Je sais plus combien il fait de longueur, mais j'avais vu là, une Tesla, c'est 5 mètres en gros. Et ça, c'est encore plus gros. Donc ça tape dans les 6 mètres ou un truc comme ça. Donc ça commence à être long comme véhicule. Mais du coup, à la place, derrière, tu peux t'allonger. Hein. Pas de souci, hein, je peux te le dire. À l'intérieur, donc tu as quand même 3 places à l'avant. Hein. Oui. Donc c'est vraiment un véhicule 6 places et t'es large, hein, t'es tranquille. Oui. Très large dedans, ça va. 25 km d'autonomie. Non, 800 km sur le gros modèle, donc c'est vraiment... C'est 800, oui. 800 bornes, c'est juste énorme. Donc voilà, plusieurs niveaux d'équipement. Alors évidemment, on est sur un proto, donc il y a des choses qui ne sont pas définitives, notamment les phares. Vous voyez, hein, les éclairages. On a une bande LED. Il y a des chances que ça passe pas, ça, au niveau des. Bizarrement, ouais. C'est aussi la régulation. J'aime bien par contre la rampe de bande LED qui est au sommet du triangle, qui sert en fait de projecteur, tu sais, longue portée. Oui. Donc il y a des gens qui sont commencés à s'amuser en termes de design, de produit final, voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, avec des phares un peu plus larges et tout ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Pareil, il n'y a pas de rétroviseur pour l'instant, c'est avec des caméras. Des caméras, on a déjà vu. Et sachant que ça passe pas non plus. Ça passait pas aux États-Unis et ça a changé. Ah ouais. En Europe, ça passe, hein. Puisque Audi a sorti son e-tron avec caméra chez nous. Le 4x4, tu veux dire? Le SUV? Le SUV avec caméra justement. Ah bon? Aux États-Unis, ils ont une version avec rétroviseur le temps que la loi s'adapte. Donc voilà. Je crois qu'il n'y a que celui intérieur. Je sais pas. Le central, en fait. Bah, je sais pas. Ça restera à vérifier. Mais normalement, enfin, je sais que pour l'Europe en tout cas, le Audi est sorti avec les caméras. D'accord, ok. Donc voilà. Pas mal à vérifier. Et alors, du coup, ça a quand même bien marché parce que, outre l'effet d'annonce, il y a les précos qui étaient ouvertes. Et voilà. Vous pouvez commander. En plus, franchement, ils ont fait exprès. Tu pouvais commander à partir de préco, à partir de 100$. Oui. Autant te dire qu'il y en a plein qui ont gagné la carte bleue. Et évidemment, une semaine après, ils ont annoncé 250 000 préco déjà effectués. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a en gros 40% qui sont le modèle bimoteur. Oui. Donc voilà, le moyen. Le gros moteur, je crois que c'est une vingtaine de pourcents. Ou c'est l'inverse, je sais plus. C'est peut-être 40% de gros aussi, de tri. Et 20% en gros restant de simple moteur en fait. Voilà. Donc c'est plutôt dans le gamme, évidemment, on a un entrée de gamme qui va juste produit d'appel, et le reste, il va faire... C'est pas si cher, hein, honnêtement. Non, franchement. Tu vois, par rapport à un prix d'un pick-up, un F-150 ultra équipé chez Ford, t'en as pour 45 000, 50 000, facile. Quoi. Ah ouais, très facile. Donc très facile. Donc là... Ça reste hyper abordable. C'est dans la gamme de prix. Bon, après, c'est pas une dispo, c'est pas une production qui va commencer avant fin 2021, donc t'as 2 ans d'attente quand même, c'est pas mal, et voire même 2022 pour le Trimotor. Oui. Le Trimotor, il va venir après. Donc, il faut vraiment... c'est un accès anticipé, quoi. Hein. C'est un Tipeee Kickstarter. Comme pour la Model 3 à l'époque. Hein. Ouais, pareil, c'est vrai. Et alors, parmi ces précos, on a eu des choses rigolotes qui sont arrivées, puisqu'il y a eu différents... Oui, parce que pendant la démo, on vous a pas dit, mais ils ont mis en avant tout le caractère durci et robuste de l'appareil, puisqu'il est fait avec un alliage alu, machin, je sais plus quoi, où tu peux taper dessus avec un marteau sans que ça défonce la porte. Ouais, c'est pas alu, c'est inox style. C'est ce qu'ils utilisent comme revêtement pour la Big Fucking Rocket, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait, t'as raison. Donc, c'est un alliage hyper résistant. Ouais. Et vous pouvez rentrer en atmosphère avec. Mais le truc c'est qu'il faut d'abord en sortir avec. Tu crois qu'il va partir sur Mars avec? C'est peut-être ça en fait, c'est le futur véhicule de Mars. C'est ça. Blade Runner, tout ça. Bon bref. Des vitres ultra résistantes. Du coup, c'était 100$ la préco. Ouais, 100$. Allez, du coup, qui c'est qui a commandé ça? Eh ben la police de Dubaï, regardez-moi ça si c'est magnifique. Mais c'est évident, c'est pas très beau. Ah moi je trouve ça rigolo. Ouais, mais j'avais vu des schémas de police façon plus américaine, c'est tout noir. Oui, les enforcers. Police, machin, ouais, c'est ça. Qui était beaucoup plus qui sympa. Qui rendait plus honneur au niveau du design. Ouais, là, bon, moyen. Police de Dubaï, du coup, ils en ont commandé une quinzaine, je crois. Ouais. Évidemment, donc c'est pas nouveau pour eux. Non, ils avaient déjà des Tesla. C'était les premiers aussi à avoir des Tesla. Ils ont surtout des Lamborghini, des Aventador et tout ça. Ouais, ils ont à peu près tous les véhicules un peu hors normes qui existent, vous les avez. Bon, après, à Dubaï, j'imagine que la catégorie des supercars doit être assez bien représentée. Oui. Donc si t'as pas ça au niveau de la police, pour rattraper les excès de vitesse, tu roules en Clio RS. T'es mort, c'est clair. En Mégane RS, là. À mon avis, tu les rattrapes pas. Ouais. Et c'est pas les seuls. Il y a eu une autre police mexicaine, pour le coup, qui a commandé. Alors là, je trouve le design, c'est limite Playmobil. Ils ont mis des cœurs dans les phares. Mais oui, t'as vu ça? C'est n'importe quoi.
Regarde, t'as les petits policiers derrière qui sont dedans. Ouais. En mode... Donc là, je pense que le graphiste... Le graphiste va finir au chômage, Et même- avec les arceaux en plus. Ouais, c'est clair. Et violet, parce que c'est violet apparemment Bah la oui, police là-bas. bien sûr. Non, puis t'as vu le sticker sur le côté, ils sont la Police perspective municipale en plus. policia municipale. Donc là, pareil, ils en ont préco une dizaine. C'est assez rigolo. Donc c'est une ville mexicaine, San Luis Potosí. Ils en ont commandé 15 quand même, dont une dizaine de modèles trimotor. Donc Ouais, voilà. devant, ils ont mis un pare-buffle dégueulasse. Le mec qui a fait le schéma. C'est un chasse-neige en fait. Non, mais... Très utile au Mexique. Très utile, mec. Ah ouais, non, mais là, c'est un peu un fail de Photoshop. Hein. Donc voilà. Et ils ont été séduits, ils ont dit, par le design assez dissuasif et surtout la solidité du véhicule. Le design évidemment. dissuasif. Là, pour oui. le coup, c'est assez dissuasif. Tu vois arriver ça. Ouais. Donc voilà. Et donc, pour rappel, ça reste que pour Ah non, l'instant qu'un Robocop. proto- Tu te rappelles C'est clair. C'est clair. Tin, c'est un peu tin, ça. tin, tin. Donc voilà, belle annonce, affaire à suivre. On n'aura pas de Ouais. sortie de ces véhicules-là sur la route avant 2 ans, donc on vous en reparlera probablement. Mais c'est assez marrant. Voilà, Bon, écoute, moi, je suis impressionné en tout cas par l'audace derrière le design. c'est clair. J'avoue. j'avoue. Non, après, C'est honnêtement, vrai que ça change. de face, en fait, c'est un véhicule qui est. Faut le voir comme un utilitaire en fait, parce qu'à la base, c'est quand même le pick-up, c'est un utilitaire. Hein. Et qu'un utilitaire soit avec un design particulier, pas forcément le truc le plus beau de la terre, c'est pas une supercar, donc c'est pas très grave en fait. Et je trouve que dans l'ensemble, ben c'est plutôt réussi, c'est fonctionnel, ça a fait faire des économies de carburant puisque voilà, Ça, c'est sûr. ça roule à l'électrique. Versus les Bon. 40 litres au 100 C'est de costaud. du pick-up. C'est-à-dire que tu vas sur un supermarché, on va pas te l'abîmer. Tu prends un coup dessus, machin, je sais pas quoi, ça va. Sauf une boule de pétanque dans la vitre, ça marche Ouais, pas. mais là, je parle des portières. Mais on te met un coup de portière, s'il y a transfert de peinture, c'est l'autre sur ta voiture, donc t'as plus qu'à l'enlever. Enfin, voilà, le truc est hyper costaud, ça a l'air d'être... Tu sens que le véhicule a été conçu pour être un peu durable, et je serais pas étonné que lors de la commercialisation, ils t'annoncent un truc du genre, le Cybertruck est garanti pendant 3... Le châssis, machin, est garanti pendant 3 millions de kilomètres, tu vois. Ou plus. C'est vrai. Bon, après, Donc t'as voilà. l'effet inverse, c'est que la robustesse peut remettre en question la compatibilité du véhicule avec les autres sur la route. Oui, mais en fait, c'est exactement ce que je disais quand il a été annoncé. C'est un piéton se prend ça, C'est fini. c'est fini. Pire que ça, une Twingo se prend ça, c'est fini. En fait, le vrai souci que j'avais relevé, c'était tu la l'as déjà. déformabilité des matériaux. Et du coup, quand un Cybertruck va rentrer dans autre chose, le autre chose va être pulvérisé. Et si un Cybertruck rentre dans un Cybertruck, c'est les gens à l'intérieur qui vont être pulvérisés. C'est vrai. Parce que toute l'énergie va être transmise aux gens qui sont à l'intérieur. Bon, t'as des normes en fait qui t'obligent quand même à avoir Oui. que ce soit Un pare-choc. déformable. D'où le nom pare-choc, hein, ça sert aussi à ça, ça sert à amortir en fait. Ouais, La puis déformation absorbe l'énergie il a fait du que ça se choc. déforme. Après, les Tesla sont plutôt bien réputés là-dessus parce que justement, t'as pas le moteur et tout ça qui vient Oui, pénétrer c'est dans ça. l'habitacle et tout. Donc, Oui, mais là, ils sont censés être ultra costauds. Bon, À voir. c'est voilà. à voir. Moi, j'avais vu un carton d'une 104, tu sais, les Peugeot 104, Ouais. les trucs, dans un Range Rover. Mm. Tu vois, Un quelqu'un qui a gros grillé le Range feu. Rover, voilà. Voilà, un vrai bon gros dur et la 104, accordéon, il n'y avait plus rien. Et plus rien. Ouais. Et le Range, t'as juste la portière un peu enfoncée, pioup, juste comme ça. Très bien. Bah là, le Heureusement, Cybertruck, il n'y aurait même pas une rayure. il y avait une petite fille derrière, heureusement, mais pour te dire, c'était assez impressionnant. Donc j'imagine, ouais, le Cybertruck, ça va pas bouger. Ça n'a pas bougé. Quoi Ça s'appelle... Ah, on a roulé sur un truc. C'est ça. Il y avait un caillou sur la route. Et l'autre, il a la voiture pulvérisée à côté, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Voilà, bon, en termes de véhicules encore improbables, eh bien, on va vous parler de véhicules russes, puisque Ah, Kalachnikov, Kalachnikov. vous connaissez cette marque? Mais Ben oui. voilà, ben elle roule à 2 roues maintenant. Ouais, Eh top, oui. hein. Donc c'est une moto qui a été annoncée, encore une fois, un prototype, c'est pas encore un produit final. Je vous le mets de suite parce qu'il est assez magnifique. Ouais. Donc style café racer, vous voyez, donc vraiment le respect du style. Monoplace. Avec- Hein. Monoplace, tout à fait, le vrai café racer. Mhm. Avec le guidon bracelet, tout qui va bien, les petits rétros en bout de guidon, c'est juste magnifique. Donc c'est développé par IZH, qui était la filiale dédiée au transport électrique de Kalachnikov. Et oui, ça existe, Ça c'est vrai. existe. Et c'est pas les premières motos J'aime qui bien le le font. petit coffre sacoche sous la selle, tu sais. En plus c'est propre, hein. Je vous ai pas mis toutes les captures, mais t'as tout le piqué du cuir de la selle, tout ça qui est vachement bien fait, Ouais, c'est ouais. hyper qualitatif sur ce qu'ils ont fait. Alors la transmission, dommage, là c'est une chaîne. Ah Ouais, ouais, pas de bon. courroie. Ok. Alors par contre, ouais, Mais c'est ça, russe, c'est mignon. c'est Le fiable. détail, ouais voilà, ça reste robuste. Petit détail qui va bien, les guidons et les poignées sont sympas. Le design, je trouve vraiment sympa, pardon. Donc, Ouais, guidon ouais. café racer, guidon bracelet. Par contre, là où ça pêche, ça va être sur la vitesse maximale et l'autonomie, puisqu'on est limité à 100 km/h.
Ok, mais c'est une 125 quoi. 100 km d'autonomie. Bah, elle est quand même assez fat hein, pour une 125. Ouais, mais elle va être notée 150 kg. C'est lourd, parce que les batteries, tout ça. Mais en fait, c'est une 125. C'est pas hyper lourd. Ouais, mais elle est dans la catégorie des 125. Hein. Alors le moteur, on n'a pas tout le détail du moteur, mais ils avaient parlé un petit peu de puissance, mais c'est pas définitif ça veut encore. dire que je peux la conduire. Elle est jolie. Bah, ça rentre dans la gamme des Super Soco, pareil. Ah, exactement. Voilà, elle a l'air un peu plus grande quand même. La Super Soco fait petite. Hein. Ouais, celle-là, elle fait fat quand tu vois le mec dessus, mais après, ça dépend peut-être des photos aussi. Hein. Voilà, ça dépend du mec. Surtout, c'est un petit mec. Voilà, ça se trouve, il est tout petit. Voilà, bon, par contre, on sait pas vraiment si ça va aller en prod, d'autant plus que Kalachnikov sont déjà connus pour avoir annoncé des motos électriques qui sont jamais sorties. Et on n'a pas le prix non plus. Donc, pas de date, pas de prix, pas sûr. Donc, c'est dommage parce que le design est plutôt bien réussi, je trouve. Et ça pourrait être des styles de motos qu'on attendrait. Enfin, moi, j'attendrais de voir ça en électrique, ça serait vraiment sympa. Ça. Alors, par contre, si ça fonce dans un Cybertruck, ben. Voilà, ça disparaît. C'est un peu ça. En plus, en moto, tu te fais. Mais par contre, tu dois pouvoir la charger sur le Cybertruck derrière. Exactement. Voilà. Ça a plus de gueule que le Cyberquad. Le Cyberquad. Non, au pire, tu te gares à côté d'un Cybertruck et tu te branches sur la prise à l'intérieur. C'est ça. Mais je t'avoue que là, maintenant, moi, je vais en ville et je vais me taper 40 minutes de transport. Si j'avais un 2 roues électrique. Mais écoute, on est deux. Hein? Je me tâte, hein. Voilà. Ils font des prix de gros ou pas chez Zero? Alors chez Zero, écoute, j'ai une invite pour y aller, donc si tu veux aller essayer faire un tournage de Twitch, on pourrait aller faire là-bas, donc faut réfléchir à s'organiser. Je trouve qu'ils ont réussi le truc quoi. Non, le design est vraiment bien réussi. Ils font un peu old school, c'est bien intégré. Pas de garde-boue. Hein. Et j'aime bien le dos. Non, quoi, à l'arrière, si, il y en a. Si, il y en a. Ah oui, si, je vois. Oui, il est léger. Qui lèche la roue, un passage de roue. Et j'aime bien le côté, le grand écart technologique entre l'électrique et le côté café racer historique. Ça se marie hyper bien. Bah, c'est du néo-rétro, quoi. Ça fait vraiment ça. Exactement. On dirait que ça a été rétrofit une vieille moto, quoi. C'est vrai. Ils ont pris une vieille moto, ils ont. Alors que pas du tout, hein, ça a été designé pour. Hein. Vous allez voir, si vous allez sur le site, en plus, il est tout en russe. Vous allez voir le châssis construit pour et tout. Enfin, ça a vraiment été conçu pour. Il y en a une qu'on avait partagée aussi, là, que tu avais partagé toi. Italienne, ouais, qui est top aussi. Ouais, elle était super belle. Mais là, bon, c'est la gamme au-dessus. Mais c'était carrément la gamme au-dessus, tout à fait. Enfin, voilà. Bon, on revient sur du matos, mais là, électronique et pas électrique. Yep. Et c'est toi qui vas nous en parler. Ouais, le Snapdragon 865 qui n'intègre pas la 5G. Mais alors oui et non. Ah. Parce que The Verge avait dit, le Snapdragon 865 n'intègre pas la 5G. En fait, ils avaient à peu près mal lu le truc. Mais dans les faits, le chipset lui-même ne l'intègre pas. Alors que jusqu'à présent, le 855 avait vraiment un modem 4G intégré dedans. Là, en fait, il y a une puce supplémentaire. Le X55, la version 5G du coup de leur dernier SoC. Et bon, évidemment, le souci qu'il y a, c'est que ça va consommer plus d'énergie. Il va falloir alimenter un SoC supplémentaire. Plus de place. Ça prend plus de place. Intégration plus compliquée. Alors on pourrait se dire, mais le truc génial, c'est que le 865 du coup... Si moi je suis un constructeur et je m'en fous de la 5G, je peux mettre un modem 4G. Bah oui, est-ce que tu peux mettre un modem 4G du coup et tu t'en fous de la 5G? Techniquement oui, mais contractuellement non. Mais Qualcomm a dit, si vous achetez le 865, c'est avec notre X55 à côté. Sinon vous ne pouvez pas l'acheter. Donc du coup vous ne pouvez pas avoir des perfs haut de gamme sur un téléphone 4G, puisque vous ne pouvez pas avoir un 865 sur un téléphone 4G, puisqu'il est forcément 5G avec le SoC en plus. Bon, je trouve un peu moyen, mais on sent que c'est une année de transition. C'est-à-dire que c'est clair. Même eux sont pas vraiment prêts. Ben, clairement, hein, quand tu me dis bon... Est-ce que tu crois qu'ils ont designé le SoC et qu'après, au dernier moment, ils n'avaient pas encore fini, ils ont dit on mettra le modem 5G à côté en mode plugin scotch rajouté par-dessus, bien dégueulasse. Je sais pas. Alors, ils avaient présenté des images comme ça. Donc on se dit, bah, c'est intégré au SoC. C'est la boîte. Tu vois. Bon, voilà. En fait, pas du tout. Vous avez donc là la taille du 865. Et là, vous avez la taille du petit modem 5G qui l'accompagne. Il est presque aussi gros que le processeur. Ça va bien chauffer cette histoire. Je vous montre. Ça, c'est juste le pros. Après. Et ça, c'est le modem. Donc, c'est quasiment aussi gros. Donc, ça veut dire que les appareils, effectivement, vont chauffer sans doute et consommer. Rappelez-vous, pour la 4G, ça avait été la même histoire. Les premiers téléphones 4G chauffés. C'est clair. Enfin, voilà. Et du coup, une autonomie dégueulasse. En fait, on recommence avec la 5G. On n'oublie pas de ces erreurs. Non. On n'apprend pas de ces erreurs. Non, mais en fait, je te dis, je pense que c'est vraiment l'année de transition. Oui. Et ils avaient sorti je pense qu'ils ont sorti le 865. Ils ne savaient pas si la 5G serait prête ou pas. Donc, ils se réservaient le droit de le vendre avec de la 4G. Sauf que, comme tous les réseaux quasiment vont être prêts, et que les constructeurs et les opérateurs poussent
à la 5G, ils se sont dit bon bah ok, on va plutôt le mettre en 5G. Parce qu'en fait, on a eu le 855 Plus l'année dernière et tout ça. Qui était déjà très bien. Qui était déjà vachement bien. Bah ouais. Le 865 aurait pu sortir en suivant. Sauf qu'en fait, ils se sont dit ah ouais mais attends non, il y a l'arrivée de la 5G, comment est-ce qu'on fait? Donc c'est un problème de calendrier. Et je pense que tous les constructeurs ont le même problème. À part Apple qui dit bon nous ça sortira 5G, quand le 5G sera un jour, mais tous les autres en fait qui veulent être vraiment à la pointe sont obligés de faire des compromis, et là le compromis c'est celui-ci et c'est pas terrible. Donc voilà, et c'est la même chose pour le 765, celui qui est juste en dessous et qui est plutôt sur le milieu de gamme en fait. Ah, c'est vrai? Et oui. Mais c'est débile. Ah ouais, c'est complètement débile. Donc et lui aussi c'est pareil, il a en plus une exclusivité aussi 5G. Donc tu pourras pas intégrer ce pros là. Ils vont pas pouvoir le garder. Ça fait partie du bundle. Ils disent que c'est vraiment sur la même carte et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Voilà, ça a été annoncé aujourd'hui. Hein. Donc peut-être que si jamais les constructeurs râlent, si jamais les gens râlent, peut-être qu'ils vont revenir en arrière. Mais pour le moment, en tout cas, c'est ça la politique commerciale. Voilà. Bon, à suivre. Bien joué, Qualcomm. Bien joué, Qualcomm. Bon, après, c'est une transition dès l'année prochaine avec le 875. Pourquoi pas le 865 Plus? Ah, c'est clair. Vous aurez en fait le modem intégré, donc ils consommeront moins d'énergie et ainsi de suite. Non, alors, en général, les plus, ils font pas un redesign de la puce, ils font juste un 865. Une montée en performance ou une gravure plus fine, c'est tout. Ah, oui. Bon, parlons de puces. Oui. On va parler d'informatique quantique. Ah, puisque du fameux bracket dont on a parlé ce matin. Exactement. AWS Bracket, qu'est-ce que c'est? C'est le service d'informatique quantique imaginé par Amazon. Et oui, on vous a parlé il n'y a pas très longtemps de la bataille que se menaient IBM et Google notamment sur l'atteinte de la suprématie quantique ou pas. Tout le monde n'était pas d'accord à ce sujet-là. Le fait qu'on arrive à craver des algorithmes qui sont plus performants sur des ordinateurs quantiques, bien au-delà des ordinateurs classiques. Mais il n'y a pas que ça, puisque pour arriver à produire des choses sur des ordinateurs quantiques, il faut des ordinateurs quantiques, et pour ça, il faut les mettre au service des développeurs. Et c'est ce que propose AWS, notamment, ils mettent à disposition des infrastructures, c'est des hyperscalers qui fournissent des machines virtuelles un peu partout, et ils ont dit, ça serait bien de fournir un service dans lequel vous allez pouvoir développer sur des ordinateurs quantiques. Alors, c'est pas les premiers, hein. IBM, Azure, et Google aussi, je crois qu'ils l'ont proposé, ils ont ça dans leur catalogue. Mais là, AWS rajoute cette corde à son arc, et c'est un nouveau service qui est dispo, mais attention, il n'est qu'en preview, et en preview très limité, puisque c'est juste à certains partenaires choisis par AWS, donc autant te dire que si avec ton compte AWS à toi, avec ta carte bleue, tu vas pas pouvoir aller le tester de suite. Hein. Donc voilà, l'intérêt de cette offre, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir créer des algos autour de l'informatique quantique, j'en reparlerai un petit peu après. Je vous mets le logo du service en attendant qui dit tout et rien et son contraire. Voilà. Vous allez pouvoir du coup créer des algos avec un langage dont je vais vous parler juste après. Tout ça pour craquer des clés Wi-Fi. Quoi. Putain. Pour craquer des clés Wi-Fi, c'est ça, des clés SSH. Et alors ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir le simuler sur un émulateur local, donc comme proposent les autres plateformes, et tu vas surtout pouvoir le déployer et le tester sur des vrais ordinateurs quantiques. Et donc là, ils se sont alliés à une tripotée de partenaires, donc des gens qui sont dédiés à la construction de puces, d'ordinateurs quantiques. Donc il y a D-Wave, dont on a déjà parlé, des premiers qui avaient été réputés parce qu'ils avaient atteint un nombre de qubits, donc d'unités de calcul quantique assez élevé. Il y a IonQ et il y a Rigetti aussi, donc les trois principaux, sachant qu'il y en a un là-dedans, IonQ, qui est aussi celui qui fournit les infras quantiques chez Microsoft pour la plateforme Azure. Donc c'est pas des petits nouveaux qui sortent de nulle part. Je vais vous parler également de... Alors ils n'ont pas annoncé que ça, ils ont annoncé aussi la création d'un laboratoire de recherche dédié à l'informatique quantique, au-delà de ces ordinateurs-là, donc plutôt côté algorithmique et développement. Et ils vont le situer pas loin de Caltech, donc l'université... Informatique quantique is the new machine learning, quoi. En buzzword, enfin new IA en buzzword. Ouais. Non, je plaisante, mais... C'est là, franchement, c'est du long run, il faut aller vraiment très 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 loin. Donc oui, un laboratoire à Caltech, donc l'université de technologie de Californie, pour faire de la recherche évidemment autour de ça, mais principalement aussi pour son compte à lui, pour créer des services à valeur ajoutée au-dessus de juste ces puces quantiques là. Ça fonctionne toujours à moins 872 degrés ce truc. Ça dépend des ordinateurs. Tiens, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le type d'ordinateur qui est proposé. Ça, c'est celui de D-Wave, sachant qu'il est dans une armoire monstrueuse avec du froid, du machin, tout ça, mais la puce, vous la voyez un petit peu au milieu. On a un équivalent chez IonQ, du coup, qui est ça. Non, c'est Rigetti, pardon, c'est marqué au milieu en plus. Rigetti, c'est très joli, ça serait très design chez toi quand même, ce truc. Ouais, tu le mets au mur et tu mets une horloge au milieu. Et voilà.
Mais non, ça sert pas à ça. Et le dernier qui est la puce proposée par IonQ. Voilà, si ça vous aide, c'est très bien. Bon, mais du coup, comment on développe sur ces machines-là? Ils font des laptops aussi. Ils font des laptops. Un truc important, j'imagine pas. Non. Eh ben, en fait, un coup tu développes, un coup tu développes pas. C'est ça. Et un coup ça marche, un coup ça marche pas. T'as tout compris à l'informatique quantique. Parfait. C'est génial. Des photos érotiques, tout à fait. C'est ça. Donc vous avez une interface qui ressemble à ça, qui est très proche de ce qu'on peut trouver quand tu fais du machine learning, l'équivalent des notebooks Jupyter, sachant que là c'est un notebook dédié à l'informatique quantique où tu vas pouvoir coder du coup dans les petits les textes tu vas foncer quelques syntaxes. Donc là c'est du Python, c'est un SDK qui vient surcharger un petit peu le Python avec des mots-clés et des fonctions dédiées à la partie quantique. Et donc, moi aussi je dois avoir un ordinateur quantique à la maison. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ah oui, c'est vrai, toi avec ton le matin, je pense qu'il est quantique. Lui. Donc voilà, tu peux exécuter ces différentes choses, sachant que du coup, soit tu auras la possibilité d'exécuter dans un simulateur, donc là tu vas pas, aller tourner sur une machine physique, soit une fois que tu as fait tes premiers tests, aller le faire tourner sur une vraie machine physique, voir comment ça se comporte, et éventuellement regarder les problèmes, enfin les enjeux de performance derrière ce que tu peux atteindre avec ton algorithme. Donc l'idée derrière tout ça, c'est surtout de mettre à disposition ces infras, sachant que ces infras, des ordinateurs qui coûtent excessivement cher, donc on est vraiment dans l'idée de partager ces ressources-là, donc on est vraiment dans l'économie de partage, ce qui est plutôt bien, et surtout Amazon derrière annonce une volonté de faire aussi avancer la discipline avec la mise à disposition de ces infrastructures-là, bien sûr. Donc voilà, affaire à suivre. Parfait. Mais c'est assez intéressant, et la partie développement, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les différents fournisseurs ont des approches vraiment différentes. Donc on n'a pas encore d'unification autour d'un langage qui pourrait être l'équivalent de l'assembleur quantique. Il n'y a même pas encore ça. Il n'y a pas ça. Non. Il y a les principes quantiques sont tous partagés, mais le langage, il y a vraiment des implémentations très différentes. Donc c'est en train d'avancer, et pour l'instant, il n'y a pas de portage sur .NET. Alors, très bonne question Lionel, Microsoft a développé un langage dédié là-dessus. Oui, s'appelle le C#. On en avait parlé, tout à fait. Voilà, et il est installé là-dessus. Je l'ai testé, je l'ai installé là-dessus avec l'émulateur qui va avec. On a un ordinateur quantique Dell. Absolument. Autant te dire que quand je lance une simulation de truc quantique, le machin il décolle. Et il y en a pour 3 jours. Et ils font. Voilà, juste essayer ça, c'est assez rigolo. Donc tu peux l'installer, c'est gratuit, tu peux aller faire des tests avec ton Visual Studio. Tu veux faire un stress test de ton pros, tu peux. Ouais. Voilà. Bon, on va revenir à des choses moins... Ah, plus terre à terre. Plus terre à terre, exactement. Beaucoup plus terre à terre. D'ailleurs, on a pu le grouper avec la news, une news un peu plus bas. On va parler du Echo Input Portable Smart Speaker Edition. Rien que ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le dernier venu dans la gamme des produits Amazon Echo. À une différence près, c'est qu'en fait, pour moi, il est réservé que à l'Inde. Oh. Voilà. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà. Les Indiens donc ont la possibilité maintenant d'avoir un... en gros c'est un super dot, hein, si vous le regardez de plus près. Super dot. C'est un dot avec une batterie de 4800 mAh. Ah, mais pourquoi une batterie? Parce que ça permet de jouer de la musique pendant 10 heures, tu vois, ça fonctionne comme une enceinte classique, tout ça. 11 heures en stand-by aussi d'ailleurs, ils disent. Hein. Ouais. Voilà. Ah, l'écoute active peut-être qui doit bouger. Je sais, ouais, en fait, je pense pas qu'en plus il y ait d'écoute active. Parce qu'il y a quand même enfin remarque t'as le bouton aussi sur les autres, mais je suis pas certain qu'ils soient en écoute active, ou c'est peut-être c'est ça les 11 heures de stand-by avec écoute active. C'est peut-être ça. Bon, il n'y a pas plus de détails parce que je comprends pas tout le fonctionnement du truc, mais voilà, l'idée en fait ils le vendent plutôt comme une enceinte portable qui intègre évidemment Bernadette. Mais il serait temps. Et pourquoi pas chez nous? Je ne sais pas. En tout cas, ça permet de chanter à joyeux anniversaire. Ah, mais c'est bien. Il va en falloir bientôt alors. Voilà, exactement. Donc, non, mais c'est un nouveau venu dans la famille. Il sort le 18, enfin, il est sorti là, et il sera disponible à l'expédition le 18 décembre, là-bas en tout cas. Parfait. $70 à peu près pour le prix de lancement, et ensuite ça passera à $84. C'est un peu cher. 84, t'as un dot avec une batterie. Ok. Ça marche. Voilà, le dot maintenant est augmenté en prix depuis qu'il y a un petit écran. Ah oui, le dot avec l'écran, celui qui fait réveil là. Parce que là on en a un dot. Mais il n'a pas d'écran. Il n'a pas d'écran, certes. Non, mais il ne coûte pas si cher que ça. Non, en plus en ce moment il y avait des promos. Pour le Black Friday, tu avais le Echo Show 5 à 45 euros, je crois. C'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Il y a deux versions avec et sans écran. C'est vrai, il y a la version aussi sans écran, mais bon.
Là, en tout cas, écoutez, en termes de design, par contre, je le trouve pas ouf. Il y a qu'un bouton bleu, tu vois, il n'y a pas le ruban de LED autour, tu vois, le cercle de LED. Ah, c'est juste les 4 LED devant qui vont Non, réagir? les 4 LED devant, c'est pour le volume. C'est Ah oui, au-dessus, c'est au-dessus. le point bleu. Oui, j'avais pas vu. Juste le point bleu au-dessus, qui te dit qu'elle est en écoute. Ouais, ça fait moins... Ça fait plus cheap, en fait, C'est mais ça. pourtant, c'est plus cher. Donc, j'arrive pas trop à comprendre l'idée. Un meilleur son, peut-être? A priori, Bon. le son est bon, mais bon, encore une Encore fois, on plus n'a pas de encore basse? testé. On n'a pas encore testé. Moi, je suis assez dégoûté par la qualité du son, hein. C'est pas terrible, hein. C'est très... Ouais. C'est hyper basse, hyper étouffé, Non, le mais son. lequel? Le show 3, le show 5? Le show 5. Ah oui, le show 5, oui, c'est une catastrophe, je trouve. C'est horrible. Et moi, il y a un égaliseur normalement. Ouais, mais j'ai les basses au minimum. Ouais, ben moi je l'ai fait sur mon Echo Show 10 et c'est quand même mieux. J'ai plus le plan de travail qui vibre entièrement. Je te jure, tu mets de la farine sur le plan de travail. Tu mets de la musique avec un peu de basse, tu vois la farine qui... Ils Donc, ont abusé, voilà. ils ont un peu abusé là-dessus. Voilà. Mais là, j'ai réglé ce problème-là. Et après, moi, c'est vrai que les haut-parleurs sont plus gros sur le 10, donc bon, c'est quand même un peu plus clair. C'est vrai. Bon, en parlant d'affichage, on va parler d'un affichage ferrofluide qui est juste Fetch. magnifique. J'ai vu passer ça. Le Fetch. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un petit projet, qui a été mené par un groupe d'étudiants de l'université de Oslo, et ils ont travaillé autour d'électroaimants qu'ils ont cherché à contrôler individuellement. Ils n'arrivent pas à parler. Voilà, donc tout ça, ces petits électroaimants, tu vois, des petites pastilles partout. Donc ils en ont mis 252 là-dessus, et le but c'était de contrôler donc dans un liquide devant, donc dans une vitre qui va être coincée dedans, un liquide ferrofluide, donc qui est un liquide à base qui va contenir des matériaux qui vont réagir à l'électromagnétisme et qui vont pouvoir déplacer avec ces aimants. Donc ils ont travaillé à faire plein de choses différentes. Donc le liquide qui est coincé entre deux plaques de verre et voilà. en avant. Je vais vous montrer quelques petites incrustes vidéo, même tu vas voir ça. Voilà, donc ça c'est un des résultats qu'ils ont obtenus. Donc ils ont énormément travaillé. Ah, ça boucle pas, c'est la loose. Tu n'avais pas mis en boucle. Et il faut que je le remette. C'est tout cassé. C'est tout cassé, j'ai tout pété, clac. Voilà. Tout pété. Bon, je vous le remets en boucle manuellement du coup. Regardez, ça se déplace. Donc là, vous voyez des pastilles qui bougent comme ça, qui se déplacent de pastille en pastille. Et rien que faire ce travail-là, ça leur a coûté un temps monstrueux, puisqu'il fallait qu'ils travaillent comment ça s'appelle, au liquide, au fait qu'il soit pas trop fluide et qu'il tienne. Qu'il y ait la même quantité aussi à chaque fois. La densité du liquide, puis la quantité puisse se déplacer. Puis surtout, ce liquide-là, ferrofluide, le noir que vous avez vu, il est compris dans un autre liquide. Donc il y a aussi les phases de liquide qu'il va falloir contrôler pour pas que ça se mélange, pour que ça reste voilà. Et il y a un autre problème, c'est que cet affichage-là, tu vas le mettre debout. Donc tu as aussi la gravité qui va attirer les trucs en bas. Voilà. Donc ils ont quand même réussi après. Donc ils ont fait un premier proto qui était sorti cet été. Tu mets sur une table horizontale, une table basse, c'est rigolo. C'était pas l'idée. L'idée c'était de faire un afficheur. Et ils ont quand même le pacemaker de leur prof. C'est vrai qu'avec autant d'aimants, c'est un peu compliqué. Ils ont quand même, c'est vrai. Ils ont quand même réussi à faire un produit tout intégré, qui est celui-ci. Donc après un an de boulot, après leur premier proto, ils ont réussi à faire ça. Donc ils ont énormément travaillé autour de la manipulation du fluide avec les électroaimants, autour de la puissance des électroaimants, et puis surtout avec les cartes de contrôle qui vont derrière. Donc c'est entièrement fait à base d'Arduino. Ils ont évidemment fait un upgrade des cartes Arduino pour en mettre des beaucoup plus grosses derrière. Oui. Et l'intégration quand même derrière, c'est pas rien. Donc la boîte elle est assez grosse. Et elle est assez grosse parce qu'il y a énormément de câblage et d'électronique pour piloter chacun des électroaimants individuellement. Et derrière ce contrôle individuel, il y a un enjeu, c'est qu'il faut être capable de... En fait, tu vas pas allumer ou éteindre un électroaimant. C'est-à-dire que tu vas transmettre ton fluide d'un aimant à l'autre. À l'autre, oui. Donc il faut régler la densité, l'intensité de chaque voilà. Et puis tension qui passe dedans. Voilà, et puis surtout, si tu veux amener ton afficheur d'un point qui est tout en bas à un point qui est tout en haut, il faut que tu fasses la trajectoire des électroaimants pour amener ton fluide et l'arracher à la gravité pour l'emmener tout en haut. Donc ça fait quand même des choses assez... Grâce au ray tracing, voici la version de Call of Duty. Ah, je me suis loupé sur l'incruste. T'as mis 2 fois les mêmes. J'ai mis 2 fois la même, zut, c'est la loose, j'ai pas fait ça comme il faut. C'est dommage. Donc je vais vous remettre un petit peu cette vidéo qui va bien, je la remets là. Ah mais voilà, c'est bon. Voilà, donc là t'as l'afficheur, t'as vu ça? T'as l'afficheur de l'heure, pardon, et tu vois le déplacement en fait du fluide. Ils sont obligés de faire des mouvements. Ah, vers le haut aussi. Pour, et oui, ils sont obligés de faire des mouvements du fluide pour le trimballer, la quantité de fluide là où il faut, sans avoir à refaire tout le truc. Et ils ont dit que travailler toute cette algo-là, ça a été un truc de malade en fait. Et t'imagines pas cette complexité. Là, on a vu qu'on passe de 3 à 4, le fait qu'il fasse monter du fluide pour ensuite le replacer. C'est pas celui-là, je le remets là. Tu vas le voir, le truc, il se déplace par en haut. Et il revient. Et ça, c'est génial. Ouais, du dos. Il fait le chemin. Hop.
Enfin, on voit que la gravité quand même fait une police du coup plus épaisse en bas. Oui, mais tu vois qu'en fait en bas, ouais, c'est un peu plus. C'est normal, c'est normal. C'est normal. C'est ouf quoi. C'est pas mal. Alors vous avez vu le nom de la boîte qu'ils ont fait en bas à gauche? Procrastination. Applied Procrastination. Voilà, donc ça, je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube. Ils ont toute une chaîne. C'est hyper détaillé. Ils ont plein de vidéos. Ils vous expliquent comment ils ont travaillé ça. C'est des belles horloges en tout. Les problèmes qu'ils ont rencontrés. Mais ils font plein d'affichages. Je vous ai pas montré tout ce qu'ils peuvent faire. Ils font des smileys, des trucs et tout ça. Et pour construire le dessin, tu vois ils déplacent du fluide. Quand tu penses que tu pourrais faire ça avec un écran LCD en simulant un fluide logiciellement, mais t'as envie de non, mais ça rend... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Franchement, c'est vraiment top. Le design est hyper sympa. Ça change. Et tu fais des trucs vraiment sympas avec. Donc voilà. Et alors, le cerise sur le gâteau, c'est que ils ont tout libéré en open source. Donc tu peux retrouver le matériel, le plan, les cartes, le PCB et tout ça à dispo sur Exter.io. Donc je vous invite à aller voir ça. Vous cherchez pareil Applied Procrastination, Fetch le produit, et vous allez voir ça, leur vidéo YouTube, leur chaîne YouTube, et puis il y a les liens vers toutes leurs. Pas mal. Mais en fait, le truc, c'est que c'est presque poétique, tu vois. En fait, il manipule surtout une matière physique, des fluides, appliqués à l'électronique. En gros, on passe vraiment du numérique à l'analogique, mais alors là, d'une façon assez hallucinante. C'est vrai, parce que tu manipules des fluides avec des aimants, quoi. C'est juste ouf. L'interface du numérique vers l'analogique à base d'aimants, c'est quand même top, quoi. Et ouais, on parle d'écran, tout ça, machin. Clairement, après, il faudrait voir dans quel cas il peut y avoir une application intéressante, tu vois. Parce que là, je manque d'idées d'application. C'est un afficheur pour l'instant, mais ils font plein ouais, c'est un afficheur, mais dans quel domaine cet afficheur pourrait servir? Est-ce qu'il y a un endroit où on se dit, un écran LCD, par exemple, ça ne peut pas rentrer dans ce domaine d'application parce que, je ne sais pas, des interférences, je ne sais quoi. Ouais, c'est plutôt celui-là, je sais pas. Avec interférences, tous les aimants qu'il y a derrière. Alors je sais pas, je pense qu'ils ne sont pas posés cette question-là, c'est vraiment pour la beauté du truc. Okay. Pour les défis techniques. Ok. Voilà, bon, on va reparler encore de puces. T'es abonné aux puces ce soir? Bah oui, décidément, moi aujourd'hui je suis dans le chipset. Hein. Exactement. On va parler de la puce T2. Vous savez, la puce T2, c'est cette puce qui équipe tous les MacBooks sortis depuis maintenant 2018-2017. Hein. Donc le Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro à partir de 2018, tout ça. Vous avez aussi dans certains iMac maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les derniers. L'iMac Pro, je crois qu'il a la puce T2. Ouais. Vous l'aurez aussi évidemment dans le Mac Pro. Cette saloperie de T2. Donc, la particularité du T2, c'est en gros l'enclave ultra protégée, sécurisée de votre ordinateur, qui fait que quand on vous vole votre ordinateur, normalement, vos données sont à l'abri, même si on essaie de manipuler, d'effacer le disque et tout ça. Ça n'est plus possible. Avant, il y avait des petites bidouilles qu'on pouvait faire via l'EFI pour vider les disques durs et revendre une machine. Chez les reconditionneurs, par exemple, qui récupèrent des produits comme ça. Eh bien, en fait, on ne peut plus le faire. Alors, oui. Donc, c'est ça. Puisqu'en fait, sur les iPhones, ils arrivaient encore à contourner le truc en le remettant à zéro, tout ça, ils y arrivaient. Mais par contre, sur les ordinateurs, c'est beaucoup plus problématique. Alors, en fait, là où ça pose problème, c'est quand vous avez activé la localisation de votre Mac. Find My Mac. Voilà, tu vois, c'est le truc un peu classique, localiser mon Mac, oui. Donc ça verrouille et ça efface le Mac et les accessoires pris en charge. Ce Mac ne peut pas être effacé ni réactivé sans votre mot de passe. Donc si vous vendez votre ordinateur et la personne veut, je sais pas moi, vider le disque, je ne sais quoi, il faut forcément utiliser votre mot de passe et rien d'autre. C'est-à-dire que on ne peut pas contourner ce truc-là. Même en essayant depuis l'EFI, tout ça, de vider le disque, ça n'est plus possible. Sachant qu'on ne peut pas changer le disque dur, pour une raison simple, c'est que le disque dur est soudé sur la carte. Voilà, donc du coup, c'est plus possible. Putain, c'est violent quand même. Hein. Eh oui, c'est très violent. Donc, lorsqu'ils arrivent en fait dans les mains des recycleurs, on se retrouve face à ce problème-là. C'est-à-dire que les mecs prennent même pas le temps de formater leur Mac, ils disent tiens, tenez. Oh, purée. Et en fait, ils peuvent rien en faire. Donc il y a des piles de Mac chez certains recycleurs qui s'empilent. Tu vois, par exemple, il y a des trucs qui te permettent de... Tu leur envoies ton ordinateur et en échange, tu as, je sais pas moi, 100 balles pour t'acheter un autre ordi. Bon, en fait, ils sont contents, ils ont récupéré un Mac, par exemple, mais ils peuvent rien faire. Donc, il est bon juste à jeter. En fait, les seuls qui peuvent les débloquer, c'est Apple
ou les revendeurs agréés qui ont un logiciel spécifique pour passer outre cette sécurité-là. Ah, ça existe mais quand même. Uniquement pour effacer les données et réinitialiser le truc. Ouais, que oui, mais tu ne peux pas accéder au truc. Oui, c'est bien sûr que c'est le but. Oui. Mais le problème, c'est qu'Apple ne veut pas rendre ce logiciel public, en fait, et ni disponible à autre chose que eux-mêmes et les revendeurs agréés. Bah oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire reprendre ton Mac... Pour éviter le vol. Voilà, mais je suis d'accord. Mais aujourd'hui, si tu veux revendre ton Mac, faire reprendre ton Mac pour recyclage, tu peux pas aller chez un recycleur tiers facilement, en fait. Parce qu'Apple a un programme de recyclage, en fait. Ouais, c'est à double tranchant. Oui, je sais. Mais ça me choque pas. Ils ont toujours été dans l'écosystème, les partenaires et tout ça. Donc c'est cohérent avec leur politique et leur démarche. Mais c'est vrai que... Et là, en fait, le souci, c'est qu'effectivement, vous avez un Mac, vous décidez de le faire reprendre sur, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple de site, il y en avait, j'ai oublié le nom, mais tu sais, t'as pas mal de sites en ligne où tu peux filer... Back Market. Ouais, exactement, où tu peux filer ton vieil ordi, et puis on te file un bon d'achat, ou voilà. Et bien en fait, là, bon après c'est des ordi de 2018, hein, si vous le vendez comme ça, il y a un problème entre nous, hein. Mais le problème va se poser surtout dans les années qui viennent avec tous ces ordinateurs qui vont rester à la maison. Alors bah tiens, on va le refiler pour 100 balles ou 200 balles. Et voilà. Et le truc c'est que ça marchera plus, quoi. On pourra plus le faire. Bien. Formidable. Les reconditionneurs se retrouvent bloqués à cause de cette puce T2. Mais ils vont pas changer la politique, hein, je pense. Non. Mais bon, voilà, ça fait un petit peu... Ça commence à faire grincer des dents. Exactement. Il y aura peut-être des actions en justice, des classes actions de groupe pour voir ça. On verra bien. Je crois pas. Bon, on va parler un petit peu de choses moins joyeuses. On va parler de Twitter et des comptes inactifs. Ah, inactif, il aurait fallu un S, non, en plus, il me semble. Des comptes inactifs, exactement. Moi, je vais le mettre. Vas-y, je t'en prie. Donc oui, Twitter a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient procéder à un petit nettoyage de printemps. Bon, on est en hiver, en automne, mais c'est pas grave, ils le font quand même. Histoire de libérer des comptes inactifs. Donc tout le monde a fait « Waouh, c'est génial, enfin, c'est pas trop tôt, on va pouvoir récupérer des handles inactifs pour enfin retrouver des comptes intéressants. » Donc ils allaient baser en fait ce principe-là sur des comptes qui n'ont pas eu d'activité, donc pour lesquels on ne s'est pas connecté depuis plus de 6 mois. Et avant, ils avaient Cédric, il s'est connecté encore aujourd'hui. Oui, bah, qui regarde. Non, mais lui, Cédric Ingrand, donc donc il est un peu actif. Moi aussi, j'en ai vérifié 2-3, mais qui sont toujours bloqués. Et ils avaient dit, on va envoyer des mails aux personnes, les relancer, tout ça, on va faire ça bien, vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre votre compte et tout. Sauf que il y a eu un petit moment de gêne, il y a pas mal de gens qui sont retournés vers eux et qui ont fait « Attendez, regardez, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. » Il y a des gens qui ont réagi, notamment j'en ai un, la Drew Olanov, qui disait « Mais attendez, là, moi, le compte de mon père, il est inactif, mais j'ai pas envie que vous le supprimiez. Pourquoi ? Parce que son papa, il est complètement mort, il est décédé. Voilà. Et oui, mais il a envie de garder un historique de messages, il peut pas le récupérer. Et puis surtout, il s'en sert encore parce qu'il retweet des trucs, il relit des messages, il revit des moments et tout ça. Et donc là, on touche du doigt un vrai sujet qui est qu'est-ce que tu fais de tes données, de ton héritage numérique, par rapport à l'ensemble des comptes et des choses que tu peux avoir sur le net. Et oui, ils n'avaient pas du tout anticipé ça. Alors pourtant, c'est un vrai sujet pour lequel on a plein d'autres réseaux sociaux Facebook, qui ont déjà travaillé. La page en mémorial. Exactement. Donc du coup, ils ont fait grosse machine arrière en disant bon, on arrête tout, on supprime rien, on supprime pas de compte et tout. On attend de réfléchir un petit peu plus à comment traiter tout ça. Et puis surtout, on va regarder un petit peu ce qui se fait dans les législations locales pour adapter comme il faut cette politique-là, puisqu'il y a des implémentations qui sont faites dans certains pays. Voilà. Est-ce que toi, tu as commencé à regarder ces trucs-là ? Est-ce que tu as pensé à ta mort, monsieur ? À ma mort, non. Là, si, j'ai choisi un légataire pour mon compte Facebook. C'est vrai ? Ouais. Tu peux le faire. Ah, ouais, je sais. Si tu meurs, demain je me fais écraser dans la rue, machin, cette personne-là peut réclamer l'accès à ma page Facebook et la gérer du coup à ma place. Ah, génial. La page, non, enfin ton compte Facebook. Oui. Ouais, ok. Je dis ma page Facebook, mais non, mon compte Facebook, ouais. Parfait. Donc voilà, j'ai pensé à ça, ouais, déjà. Super. Génial. Mais c'est le seul en fait sur lequel tu l'as fait ? C'est le seul parce que les autres, j'ai pas trouvé. Donc voilà. J'ai voulu chercher pour Gmail, pour Google, tout ça, machin, mais j'ai pas trouvé. Donc écrasé par un cybertruck, c'est exactement ça, Hydraliox. Sur ma moto Kalachnikov, écrasé par un cybertruck. Tout à fait, alors tu as tout à fait raison, du coup c'est les sujets que je voulais aborder. Facebook a déjà travaillé toute cette partie implémentation. Donc il y a un mode légataire qui est activé et surtout il y a un mode où tu passes le compte en memorial, donc en souvenir d'eux, où ça bloque ton compte et puis il n'y a plus d'interaction avec les différentes autres personnes. On ne peut plus te notifier, on ne peut plus te taguer, on ne peut plus tout ça. Donc ils ont vraiment réfléchi le truc, même si c'est pas encore idéal, ils ont vraiment été plus loin dans la démarche. Oui.
Attends, on nous casse les bonbons pour qu'on efface nos mails et on chipote sur les comptes perso de décédés, je pige pas perso. Alors, c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut effacer les mails parce que l'empreinte écologique, du stockage, de toutes ces données, machin et tout ça. Sauf que souvent, les mails qu'on stocke et qu'on n'efface jamais, c'est de la pub ou des trucs pas importants. Là, on parle de comptes perso, de messages perso, tu vois, de photos de famille, ce genre de trucs. Tu peux comprendre qu'ils aient pas envie de les supprimer, en fait. Mais oui. Alors que certains mails, tu t'en fiches un peu, quoi. Alors, je comprends pas le message de Skyline qui dit il faut prévoir aujourd'hui, mais il y a 6 ans. J'ai pas compris. Je comprends pas. Moi non plus. Je comprends pas non plus. Bon, donc tout ça, ça rejoint la notion d'héritage numérique, évidemment, et sachant qu'en France, il y a une loi qui a été passée autour de ça. Il y a la fameuse loi pour la République numérique du 7 octobre 2016, la fameuse loi Le Maire. Et oui, parce qu'en fait, il y avait la question qui se posait, par exemple, pour la musique achetée, pour tout un tas de trucs. En fait, il y a énormément de services comme ça qui sont impactés par ça, et ça va bien au-delà de juste les réseaux sociaux. Ouais. Et donc cette loi, donc loi Le Maire, elle, en fait, elle a instauré un droit autour de droit à la mort numérique. Ouais. Donc en fait, c'est toutes ces implémentations en fait sortent pas de nulle part, et c'est le droit en fait de donner de son vivant les accès à, enfin tu donnes pas les accès, tu donnes des directives à des légataires pour pouvoir prendre, gérer tes données des différents comptes derrière. Donc ça rentre pas dans le détail, mais au moins ça ouvre la porte pour gérer ça. Et voilà. Donc j'ai fait un petit tour des différents services qui gèrent ça. Et donc il y a des trucs vachement intéressants, c'est-à-dire que bon, il y a Facebook, on en a parlé, Twitter pour l'instant et rien. Il y a Instagram qui peut du coup fermer ton compte. Tu peux récupérer en fait, télécharger ton compte en zip, avec toutes les données du compte, et du coup procéder à la fermeture du compte de la personne. Non, tu le fais, tu peux le faire à quelqu'un d'autre. Pareil pour Google et YouTube où tu as des questionnaires où tu peux remplir en fait des infos par rapport à la personne qui est décédée et du coup procéder à la fermeture du compte derrière avec preuve du décès et tout ça. Ouais, ok. Et en général, c'est ce que tu retrouves, c'est que tu fais preuve du décès de la personne et suivant les services, tu n'as pas forcément besoin de justifier que tu es membre de la famille. Et LinkedIn, par exemple, ça m'a fait marrer. LinkedIn, t'es pas obligé d'être membre de la famille pour procéder à la fermeture du compte de quelqu'un qui est mort. Ouais, non, ça m'a surpris. T'as un collègue, tu dis... lui, il est mort. Il est mort. Il est pas actif sur LinkedIn, il est mort. Du coup, tu peux fermer son compte et réclamer ses données. Voilà, et tu flingues sa carrière. Propre. Non, il faut quand même que tu aies une preuve du décès de cette personne-là. Mais t'es pas obligé d'avoir un lien d'affiliation avec lui. C'est quoi la preuve? Ah, c'est un papier légal. Une photo de la plaque d'immatriculation du Cybertruck sur laquelle il y a sa tête. C'est bon, regardez, je l'ai buté dans mon vidéo. Je l'ai tué, il est mort. Regardez. Ok. J'ai des preuves. C'est juste, voilà, c'est juste n'importe quoi. Minotaur ouvre LinkedIn. C'est le Death Note LinkedIn en fait. C'est là où tu vas rayer les noms des gens de tes collègues que t'aimes pas en disant qu'ils sont décédés puisque tu n'es pas obligé d'être de la famille. Ah, ça c'est fort quand même. C'est fort quand même. Voilà. Donc... Y a pas quelqu'un qui est médecin légiste là dans la chatroom pour faire 2-3 certificats de décès. C'est pas mal, c'est pas mal. Microsoft aussi, ils ont un truc pas mal, c'est que tu peux récupérer toutes les données que tu as mises chez eux, ton compte Hotmail, MSN, tout ça. Et en fait, donc là, pareil, il faut que tu prouves la mort et un lien d'affiliation, enfin que tu sois le légataire. Le légataire. Merci. Et ils te ferment tout. Alors tu peux garder, pareil, certains services en commémoration et surtout, ils t'envoient un CD complet avec tout ce qui est gravé chez toi avec toutes les données des personnes. Et alors, l'ensemble des données qui sont couvertes par ces lois-là actuellement, c'est donc, globalement tout ce qui est traces numériques, tout ce que tu as pu laisser dessus. Donc les forums, tu peux les réclamer, tout ça sur les forums, les comptes que tu as pu ouvrir partout, les réseaux sociaux, jusqu'aux données bancaires, et ouais, les comptes PayPal et tout ça, les différents identifiants que tu as pu mettre sur les sites, donc les comptes vraiment pour te connecter, et puis les différents contenus multimédia, donc les photos que tu as envoyées sur Google Photos, les vidéos sur YouTube, etc. Donc tu es vraiment l'ensemble des données que tu as pu envoyer. Et on n'imagine pas la quantité qu'il peut y avoir. Enfin... T'imagines demain tu meurs, on a le droit de récupérer toutes les vidéos de Beats et de les faire désenregistrer. Il y a un vrai sujet parce qu'on est, on est deux sur les vidéos, qu'est-ce qui se passe? Comment légalement tu peux gérer ce contenu-là? Il y a énormément de questions qui se posent et on est en train de découvrir tout ça, c'est-à-dire que tout n'est pas vraiment encore défini. Ah non mais clairement. Eh oui, voilà, clairement. Et par rapport à ça, il y a des startups aussi qui sont en train de se monter pour gérer tout ce travail-là autour de ces sujets-là. Qui propose des services aussi, donc on est noté une qui s'appelle Grant Will, Will le testament, pour donner son testament, qui fait tout un travail autour de la transmission, merci, c'est volonté, qui fait un travail autour de la transmission de toutes ces données numériques post-mortem. Et donc tu peux du coup construire ton testament numérique et du coup soumettre l'ensemble de tes comptes et les accès dedans. Alors c'est un petit peu dangereux, mais voilà, il y a un travail qui se fait autour de tout ça. Mais c'est une info que je voulais vous partager pour vous sensibiliser un petit peu là-dessus, sachant que c'est bien que tu aies commencé sur Facebook, mais
Au bout d'un moment, il faut se poser aussi la question et puis regarder ce qui se fait et puis mettre en place des choses aussi derrière pour transmettre. Voilà. Parfait. Bien, on revient sur un sujet plus joyeux. Plus terre à terre. Plus terre à terre. Hein, et on part pour cela en Chine. Eh oui, Nintendo est venu à pied. Est venu à pied en Chine. Donc, la Nintendo Switch sort en Chine. Oui, parfait. Oui. Merci, super. Voilà, c'est merveilleux. Non, il y a quand même des infos importantes. Ah ouais, 299 $ à peu près. Oh, c'est pareil, c'est le même prix. Ouais, ça inclut quand même une copie de New Super Mario Bros. Deluxe. C'est génial. Mais quoi d'autre encore? C'est tout. C'est le seul jeu qui a été approuvé par le parti et la Chine au moment où je vous écris cette news. Donc c'est le seul jeu qui va sortir dessus. Bon, ils espèrent. On se dit, la Chine, c'est un gros marché. Hein, c'est un énorme marché. Donc ils vont vendre des milliards. En fait, pas du tout. C'est un marché qui est dominé uniquement par le PC et le jeu mobile. D'où les PUBG mobile, tout ça, machin, qui viennent de là-bas. Hein. Ils ont pas la culture des consoles surtout. Pas du tout. Non, le marché a été fermé depuis très longtemps aux consoles. Exactement. Donc, bah, c'est un peu un pari pour Nintendo en disant ouais, mais la Switch, c'est un peu comme un mobile. Attendez, oui. Je téléphone. Ah, ça marche. C'est un peu comme un mobile, sauf qu'on téléphone pas. Bon, elle pourrait fonctionner, hein. Franchement, elle pourrait. C'est un pari, je pense qu'il tente le coup, on verra bien. Mais pourquoi qu'un jeu, du coup? Alors, pourquoi qu'un jeu? Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une adaptation de tous les jeux là-bas. Mario bridé, sans moustache. Non, parce que les Japonais, ils sont pas bridés. Si, mais ils aiment pas l'afficher, ils se font débrider et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais là, en fait, c'est plutôt dans l'idée d'intégrer les services chinois dedans. Donc, par exemple, on va pouvoir payer avec WeChat Pay. Les services chinois pour surveiller ton activité. Non, pas pour tout surveiller, mais voilà. On va pouvoir payer les jeux en ligne dans l'eShop grâce à ça, en fait. Bon, pour moi, il n'y en a pas, mais on va pouvoir. Donc, ça demande cette adaptation-là aussi. Et en fait, il y a aussi Tencent, donc, avec qui il bosse là-bas. Non. Voilà. Qui travaille sur l'adaptation en chinois simplifié des jeux, parce que les localisations sont pas faites du tout sur ces jeux, puisqu'ils ne sont jamais vendus là-bas. Et oui, donc en fait, le vrai gros souci, c'est ça, c'est aussi sur la ludothèque. Tout est distribué par Tencent et il faut intégrer tous les services chinois et tous ces trucs-là. Ouais. Donc voilà pourquoi c'est long. On verra bien si ça marche ou si ça marche pas. C'est pas gagné. Honnêtement, c'est pas gagné. Ah ouais, mais après, c'est un marché qui est super intéressant parce que je me rappelle, on en avait parlé avec Deep Night là, de Motion Twin qui ont fait Dead Cells en fait, et qui ont très tôt travaillé la localisation sur le marché chinois. Alors eux, c'est sur PC. Ils sont PC, donc ça a du sens. Oui, mais ils expliquaient que c'est un marché énorme, ils ont fait cet effort-là et ils ont du coup envahi le marché parce qu'en fait, il n'y a pas tant de jeux qui sont localisés là-bas. C'est ça. Et du coup, ils ont trouvé un marché ouvert monstrueux. Donc il y a peut-être une brèche sur laquelle Nintendo peut aller. Voilà, mais le souci, c'est que les consoles se vendent pas là-bas, donc du coup, c'est compliqué, quoi. Mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Donc, mais peut-être que si on commence à le faire, au bout d'un moment, ça arrivera et puis ils s'habitueront, c'est comme tout. Mais bon. Non, enfin voilà. En tout cas, c'est la news. Tu vois, en fait, c'est un truc auquel on ne pense pas. Non. On se dit, mais la Switch, elle est déjà sortie en Chine. Mais voilà. Bon, en fait, il y a un marché gris là-bas, un gros marché gris des consoles. Ouais. C'est le seul moyen de les avoir d'ailleurs. Mais il y en a très peu, ça coûte il y en a très peu, ça coûte très très cher. Si vous voulez une PS4 ou une Xbox là-bas, c'est très compliqué. Mais voilà, mais c'est assez incroyable. Tu te dis quand même, culturellement, ces mecs qui sont à la pointe de la techno, tout ça, tu t'attends à ce que les consoles de jeux soient finalement, comme tu imagines la Corée, le Japon, tous ces pays-là. Ben, en fait, pas du tout. Mobile et PC. C'est un marché qui est complètement fermé. Ouais. Et du coup, Nintendo fait son retour. Donc on verra bien. Ouais, mais du coup, on reste en Chine. Ouais. Et on va parler de mobile, puisqu'ils font beaucoup de mobile là-bas. Ouais. On va parler du Huawei Mate 30 Pro. Ah, et oui. T'as vu d'ailleurs l'annonce de Huawei qui a dit que ça y est, ils allaient sortir leur premier téléphone 100% sans chipset ou composants américains. Ouais. Voilà. C'est très bien. Non mais c'est parfait. Voilà. Bah ici ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils n'ont pas trop le choix. Donc le fameux Mate 30 Pro, je vous fais un bref rappel, qui est cette bestiole là, qui est avec plein de capteurs photo de la mort qui tue. Il y a un grand angle 40 mégapixels, un ultra grand angle, un téléobjectif et un capteur 3D pour temps de vol. Voilà. Donc avec des photos monstrueuses, qui a un écran de fou OLED incurvé 6,53 pouces qui déborde sur les bords, qui fait plus de 98 milliards de pourcents du téléphone, toujours plus, qui a surtout un Kirin 990 dedans, gravé en 7 nano, qui est plutôt performant, qui est plutôt bien, et une grosse batterie assez badass, 4500 mAh, ce qui est énorme. Donc un téléphone qui a des specs vraiment, vraiment très haut de gamme.
qui était très attendu. La prise en main, ça me fait toujours bizarre l'écran recourbé. Avec les bords sur les côtés, tu as l'impression que tu vas appuyer dessus, évidemment, mais tu l'avais déjà sur les Galaxy Edge. Ouais, à chaque fois. Voilà, c'est encore plus. Hein. Et donc, ils ont officialisé la sortie le 9 décembre, donc dans quelques jours, si vous regardez ce stream en live, pour 1099 €. Bam! Donc on est sur du très haut de gamme. Ouais, après dans 2 mois, il est à moitié prix. Donc... Alors, même pas, c'est-à-dire que il y aura un pack de lancement, a priori, avec dedans une montre, une Watch GT, plus une offre de remboursement de 200 €. Ouais. Déjà, si tu mets la montre plus l'offre de remboursement, t'es pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ce téléphone, il a une particularité, outre le fait qu'il soit sur EMUI 10, la surcouche maison, c'est que c'est le premier à ne pas embarquer de Google dedans, pas du tout, zéro, Aucun que dalle, quéquette, nada. Ça se voyait d'ailleurs sur les icônes. Là. Exactement, les icônes. Bon, après les icônes, elles sont souvent repackagées, rebrandées, mais là, il n'y a même pas Google Photos, il n'y a même pas Gmail, il n'y a même pas l'app, le Play Store. Il y a que dalle, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que pas de Google, ça veut dire aussi même pas les briques logiciels sur lesquelles certaines applications vont se baser. Et c'est là où ça devient encore plus problématique. Et là, ça devient chiant. Et oui, parce que autant si tu mets pas de Play Store, tu peux mettre des stores alternatifs, il y en a plusieurs. Là, ils sont venus avec un store qui s'appelle le App Gallery, qui est leur store maison à eux, dans lequel tu vas quand même trouver pas mal d'applications, mais pas toutes. Mais surtout, ce qui va te manquer, c'est les Google Play Services, évidemment, qui offrent des services supplémentaires au-delà de l'OS, sur lesquels beaucoup d'applications vont se baser. Bah oui. Notamment la géolocalisation avec le GPS et tout ça. Voilà, c'est-à-dire quand une appli a besoin de se géolocaliser, en fait, elle ne passe pas directement, elle n'interroge pas directement le hardware et le GPS, elle passe par le Google Play Services, qui lui s'occupe de faire l'interface, en fait, et de lui renvoyer la position. Le souci, c'est que ce service n'existant plus, ces applis-là fonctionnent sur cette base-là, donc ça ne fonctionnera plus. Et d'ailleurs, Huawei avait annoncé qu'ils allaient créer leur propre pack d'API, de machin et tout ça. Voilà. Ils l'ont fait, mais ils l'ont pas. Voilà, le problème, c'est que les développeurs de logiciels l'ont pas du tout intégré aujourd'hui. Et voilà. Parce qu'ils savent pas ce que ça va représenter en termes de part de marché. Ouais. C'est tout bête, parce que même si c'est pas un nouvel OS, l'effort est colossal. C'est presque un nouvel OS en fait. Ça fait pas partie de l'OS, mais c'est des briques logicielles qui viennent par-dessus l'OS. Oui, mais c'est des briques qui sont tellement essentielles que c'est presque un nouvel OS en fait. Qui n'a pas ces briques-là, qui a des briques différentes. Et du coup, le logiciel ne communique pas correctement avec le hardware. C'est pas tout à fait nouveau, parce que tu as des téléphones, notamment le Fairphone, sur lesquels tu peux arriver sans les services Google, sans rien de Google. Oui, mais tu peux les ajouter. Mais c'est un choix, et tu peux les ajouter, et au pire, tu peux mettre MicroG, qui est une autre implémentation des Play Services, qui vient du coup en substitution de ces services-là, pour lesquels les applications vont trouver de manière transparente les mêmes services, normalement. Mais là, même pas sur le Huawei, t'as pas tout ça. Alors du coup, c'est assez violent quand même, parce que il y a plein d'applications qui vont pas du tout fonctionner. Et donc là, je m'appuyais sur un des tests qu'ont pu faire nos amis de chez Frandroid, où ils ont du coup le Huawei Mate 30 Pro dans les mains, et ils ont essayé d'installer plein de trucs pour tester la compatibilité. Pokémon Go en bas, YouTube. Ouais, donc je vous ai mis ça juste pour illustrer, mais en fait c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ont listé plein d'applications qui n'étaient même pas présentes sur le store, donc ils sont pas sur le App Gallery qui est installé de base, mais pour lequel tu vas pouvoir aller chercher l'APK, donc le package de l'application ailleurs, pour l'installer manuellement. Donc déjà, pour faire un effort supplémentaire pour le faire. Et dedans, quand même, tu vas pas avoir du Facebook, tu l'auras pas. Firefox, Twitter, Instagram, tout ça, ils sont pas dans le store. T'imagines ? C'est normal. Et en plus, ce sont des boîtes américaines, donc autant te dire... Mais bien sûr, c'est tout ça. Twitch, Twitter, tout ça, tu ne l'as pas. Mais tu peux arriver à les installer. C'est-à-dire que si tu chopes le package d'installation et que tu le transfères et que tu l'installes dessus, tu peux arriver à le faire fonctionner. Mais tu as plein d'applications qui ne vont pas du tout fonctionner. Et ça, ça devient plus compliqué. Donc YouTube, évidemment, mais lui, il fonctionne même pas du tout. Waze, ça c'est un peu pénible, sachant qu'il est vendu en France, ce téléphone. Donc autant sur le marché chinois, tu peux te dire... Google Maps aussi, qui fonctionne, mais sans la géoloc. Voilà. Mario Kart Tour qui fonctionne pas du tout. Deliveroo pareil. Uber pareil, qui fonctionne, mais il n'y a pas de géoloc. Maps, donc pas de géoloc. Netflix à cause des DRM. Netflix à cause des DRM, exactement. Donc c'est quand même assez dégradé comme expérience. Donc si fonctionne vous pas l'utilisez, n'achetez pas ce téléphone. Et voilà, tout à fait. Alors les Google Play Services sont installables ou pas ? Alors c'est assez compliqué. On pouvait trouver des magouilles pour arriver à forcer l'installation. Moi, je l'avais fait sur des ROM alternatives. Ouais, alors ça a été possible pendant un certain temps et après ils l'ont verrouillé. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué l'installation de ça au niveau du téléphone. Et alors maintenant il y a une autre astuce qui existe.
pour laquelle tu vas pouvoir récupérer une image de restauration du téléphone dans lequel ils sont intégrés. Ah, okay. Le problème de cette image, c'est que tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. Et notamment si elle n'est pas vérolée avec d'autres trucs en plus. C'est ça, je vois ce que tu veux dire. Avec quelques petits services supplémentaires, comme on en avait parlé ce matin, par exemple. Voilà, pour apprendre un petit peu à mieux te connaître. C'est ça. Donc c'est vraiment dommage et c'est vraiment pour le coup une expérience complètement dégradée. Voilà. Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est qu'ils les embarquent pas, mais qu'ils offrent vraiment la possibilité à côté, de manière ils ont pas ouverte, le droit, je pense. d'installer. Non, mais ils n'ont pas le droit de communiquer, de documenter ça. Ouais. Mais ils n'ont pas obligation d'empêcher le fait que tu puisses l'installer. Ouais, je pense que c'est peut-être une surréaction par crainte de la part de Huawei. Non, plus en se disant, mais ok, on va se passer de vous, mais vous allez voir, c'est vous qui allez en souffrir et pas nous. Donc vous ne serez pas installé sur nos machines, point. Vous voulez pas, bah ok, vous y serez pas, mais vous y serez pas du tout. Le souci, c'est que ça va fonctionner en Chine, mais je suis pas certain que ça fonctionne chez nous parce que toutes ces applications-là sont clairement, je veux dire occidentales, mais c'est un peu ça parce qu'ils ont Weibo là-bas, ils ont d'autres des services que nous on n'a pas, par exemple. WePay Chat, WeChat, machin et tout ça que nous on n'utilise pas du tout. Exactement. Donc je pense que pour les Chinois ça posera aucun problème. Et il y a quelques applis quand même. Ils vont en vendre beaucoup, mais chez nous c'est juste une fin de non-recevoir. C'est pas possible d'acheter un téléphone sans ces services-là aujourd'hui. En fait. Ouais. Donc le seul truc qu'on peut espérer, c'est qu'il soit pas excessivement cher et qu'il y ait suffisamment de travail du côté des ROM alternatives, mais des vrais gens qui font des vraies belles ROM alternatives, pas des trucs sortis de nulle part restaurés, type des Lineage OS, Lineage OS qui font des trucs qui vont bien supporter le téléphone. Et sur lequel on pourra installer tout. Et là, du coup, ça pourra donner une seconde vie à ce téléphone-là. Mais encore une fois, ça veut dire que ce sera un truc de niche, de bidouille, des gens qui vont pouvoir se permettre d'aller faire ça. Voilà. Les tablettes Fire d'Amazonie. Hein. D'ailleurs, le feu en Amazonie, n'en parlons pas, mais c'est un peu ça. C'est pareil, non? Alors, pas tout à fait. Parce qu'on peut, par une bidouille aussi, installer les Google Play Services. Oui, c'est plus facile d'ailleurs. Voilà, et puis les tablettes Amazon, vous avez une appli Facebook intégrée, vous avez une appli Twitter, vous avez une appli Twitch, enfin, vous avez plein d'applis qui, elles, sont disponibles en fait. Donc, alors tout n'est pas disponible, mais quand même, il y a énormément de choses qui le sont. Contrairement à Huawei. C'est pas aussi fermé que ça ne l'est sur celui-là. Exactement. T'envoies des commandes toi dans la chatroom. Je me rappelle plus laquelle c'était, mais c'est pas grave. Ah. Bon, on va terminer. Uptime ou je sais pas quoi. Je sais plus. Bon, on a 1h05. On verra. C'est ça. Bah, magnifique. Ouais, mais toi, tu as le tien. Il a pas coupé. Il a pas compris la coupure. Bon, on va terminer sur une petite news qui revient sur les assistants personnels et notamment notre amie Bernadette, Amazon Echo, puisqu'elle a maintenant des émotions et elle est capable de les transmettre. Il y a un truc comme ça. Voilà, comme ça on peut dire Alexa et le déclencher chez les gens. Chez les gens. Ah, t'aimes bien troller les gens comme ça. Voilà. Oui, donc c'est une nouvelle annonce d'Amazon qui a annoncé une nouvelle fonction sur ses assistants personnels vocaux qui est disponible malheureusement qu'aux US et en Australie, liée évidemment à la commande vocale, enfin à l'annonce vocale, au speech. Donc ils ont ajouté du coup la gestion des émotions dans le ton. Oui. Donc pas dans le poisson, hein, dans la voix. Ça on a compris. Donc tu vas pouvoir avoir des tons enjoués ou des tristes suivant les réponses que tu veux transmettre, et surtout les développeurs vont pouvoir aussi les intégrer dans les skills qu'ils développent en face pour pouvoir transmettre plus que juste une commande. Voilà. Il y a aussi des styles de voix qui vont arriver et pas juste un truc robotique ou plat avec un tu peux façon ton journalistique, tout ça. Voilà. On avait déjà parlé il y a un moment. Hein. Sur la lecture, mais là ça arrive. Oui, ça fait un moment qu'ils avaient annoncé ça. Et là ça y est, ça arrive en disposition enfin. sur carrément. Et donc la diction journalistique, notamment pour la lecture des news et tout ça, type BFM, machin, truc. Et il y a allez voir les annonces sur leur blog, sur leur site. Il y a ils font des différents tests. Vous allez pouvoir écouter. Alors c'est en anglais, mais ça rend vraiment bien. Ça rend bien. On comprend la différence. En fait, tu comprends plus de choses avec la différence dans l'intonation qui est transmise. Et là, c'est là que tu te rends compte que tout ce qui est verbal transmis au-delà de juste les mots, la prononciation des mots, c'est énorme. C'est énorme. Et ça rajoute plein de choses. C'est-à-dire que la transmission d'informations est beaucoup plus fluide. Tu transmets des choses en plus que juste l'information que tu dis. Et ça rajoute, c'est plus personnel, c'est plus naturel en fait le personnifie un peu et ça personnifie encore plus ces assistants là carrément s'il en fallait. Le chuchotement aussi, il n'est pas encore dispo chez nous. Non, pas encore. Ce serait pas mal d'ailleurs.
Et ils ont même mis l'accent australien. Si vraiment tu veux rien comprendre à ce qu'il dit, tu peux mettre l'accent australien. Voilà, c'est plutôt pas mal. Les différents tests qu'ils ont pu faire, ils ont noté que les gens avaient un taux de satisfaction par rapport à la compréhension qui était augmenté de 30%. Donc c'est le retour de test utilisateur, ce qui est vraiment pas mal. Et à l'écoute, je comprends vraiment la différence, enfin l'impact que ça peut avoir dans l'utilisation au quotidien. Amazon a vraiment un temps d'avance sur les assistants, autant sur le software que sur le hardware. Alors, je sais pas. Hein. Oui, mais après, ils sont pas les seuls à travailler sur ces sujets. C'est un vrai domaine. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du text-to-speech, donc le fait qu'on traduise par la voix du texte, ou le fait qu'on reconnaisse en fait la voix pour les commandes vocales. Mais il y a encore énormément de travaux qui sont faits du côté de la recherche. Oui. Donc c'est des travaux de machine learning, des travaux autour des données, de la compréhension du langage qui sont assez énormes. Et ces travaux autour de l'émotion sont en pleine effervescence là-dessus. Donc à la fois comprendre les émotions, donc ça sera je pense l'étape d'après, donc être capable de dire il n'a pas juste dit quelque chose, il a aussi dit il est en colère ou il est machin. Du coup j'adapte aussi mon retour par rapport à ça, mais aussi de le transmettre, et transmettre tout ça. Il y a énormément de papiers de recherche, c'est assez intéressant. Et voilà, vous cherchez des trucs autour du émotion, sentiment analysis and synthesis. Il y a plein de papiers qui vous expliquent un petit peu ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Alors, Poppy nous dit que c'est disponible le chuchotement. Moi, je l'ai pas chez les miens, alors j'ai pas regardé récemment, mais on va tester. Alexa, éteins les lumières du studio. Ouais, mais elle fait juste tout nous. Il fait nuit. Alexa, allume les lumières du studio. Alexa, Alexa, quelle heure est-il? Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, elle chuchote bien, c'est vrai. Il est 21h17. Merci. Eh bien, c'est parfait. Du coup, merci à vous, pour ceux qui sont restés avec nous en live. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, mais pas sur le Huawei. Pas sur le Huawei Mate 30 Pro, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de Twitter chez Huawei. On est là. Chris Kamikas, et Cédric Bonnet. Exactement. Et pour nous soutenir, c'est comment, c'est où? C'est sur renegade.fr et tipeee.com/stdrenegade. Bravo, merci. C'est là que vous allez retrouver un moyen de nous soutenir très simple, en donnant de l'argent. Voilà. Envoyez des sous. Ça vous permettra d'accéder au Slack et tout ça. Et en parallèle, on va remercier du coup ceux qui nous ont soutenus en live sur Twitch. Si vous avez un compte Twitch Prime, vous pouvez... si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez la possibilité de nous soutenir par votre compte Twitch Prime. Oui. Donc on a Dark Shoppy, on a Hydreliox et on a HD Loga qui nous ont soutenus en live pendant le tournage de cette émission. Grave. Merci à vous. Merci à vous. Grave. Merci à vous donc et rendez-vous la semaine prochaine a priori pour Bits. Oui, c'est ça. Avec Bertrand en tout cas. Ouais. Alors, peut-être pas moi, mais... Peut-être pas toi, mais il y aura Bertrand, c'est sûr. Ça marche. Voilà. Sur ce, bisous. à plus. Ciao. Ciao.